Je vais parler de l'épisode 23, saison 4 de l'Attaque des Titans. Si j'avais envie d'en parler aussi rapidement, c'est parce que l'animation de Mappa, ainsi que son interprétation, était totalement catastrophique dans cet épisode. Au point que je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens ne peuvent pas passer à côté de ce fiasco. Mais en fait si, parce que les gens, voilà, ils n'ont aucune notion de ce qui peut être fait, de ce qui peut être fait. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait ça aurait pu être mais 1000 fois mieux, l'Attaque des Titans saison 4. Et que je ne parle même pas de ceux qui ne regardent que l'anime. Si tu regardes que l'anime, tu découvres en fait les événements à travers l'anime, et forcément t'es pris dans l'action. Même moi j'aurais été pris dans l'action. Et donc j'aurais ressenti du plaisir. Alors que là, euh, mon dépitement face à l'animation Mappa était supérieur au plaisir de regarder l'épisode. C'était une première. Je vais donc analyser cet épisode en mélangeant critique de l'animation et surtout de l'interprétation de Mappa avec l'analyse en lui-même, en elle-même, puisque c'est une analyse, c'est féminin, avec l'analyse en elle-même de l'épisode, point par point. Déjà, l'épisode s'ouvre sur le grand terrassement et il y a une petite musique sinistre. Donc voilà, il y a un côté en fait présentation, voilà, ça j'ai bien aimé. Ensuite, il nous est présenté les dommages collatéraux du grand terrassement parmi le peuple eldien et Hitch en fait qui aide les gens à sortir des décombres. Et là, t'as un groupe de personnes en fait qui acclament Eren et d'autres personnes qui disent non, Eren a tué des membres de son peuple, comment vous pouvez dire ça? Et là, il y a Hitch qui dit, ou à moins que ce soit une autre personne, qui dit on ferait mieux de partir d'ici, il va y avoir une émeute. Sauf que à l'écran, t'as littéralement l'impression qu'ils sont une vingtaine. T'as pas du tout cette impression de foule ou que c'est en train de se chauffer. Il y avait déjà ce défaut lorsque, je sais plus dans quel épisode exactement, dans la partie 1 de la saison 4, quand ils étaient en fait devant la maison de Zacchaeus, je crois qu'il s'appelle Zacchaeus, ou Zaclé plutôt. Voilà. Là c'est pareil, normalement dans le manga il y est censé y avoir une foule. Là t'avais l'impression qu'ils étaient que quelques personnes. Et c'était étrangement silencieux. Petit détail sans grande importance, c'est pour moi une mauvaise idée de montrer Annie avant qu'elle menace Hitch. La surprise aurait été plus grande si directement Hitch entre dans la pièce et que Annie directement lui met la main sur sa bouche. C'est-à-dire on l'aurait découvert d'un coup, nous spectateurs, en même temps qu'elle. Donc son retour, où on la voit vraiment, aurait été plus impactant. Deuxième petit détail, pas super important non plus, mais quand même, si on avait fait un plan plus rapproché sur Annie qui menace Hitch, eh bien on aurait mieux vu ce contraste de la différence de taille entre Annie et Hitch. Annie menace Hitch alors qu'elle est beaucoup plus petite. Donc ça donne lieu à un contraste. C'est un petit peu amusant. Dans le manga, c'est fait ça. C'est-à-dire que dans le manga, le plan est bien montré, ça te montre bien. Je pense que je vous montrerai une image à l'écran. On voit bien en fait cette différence de gabarit. Hitch à ce moment-là sent que Annie est sans force et c'est normal puisque en fait c'est comme si elle venait d'accoucher, sauf qu'elle venait pas d'accoucher, c'est plutôt elle qui est revenue à la vie. Et donc Hitch en fait lui fait une prise, la maîtrise et Annie a prévu le coup, elle s'est tailladée elle-même et elle la menace de se transformer en titan. Hitch se dit tu bluffes, tu n'as pas la force de te transformer. Et Annie lui répond ouais, peut-être que je bluffe, peut-être que j'ai pas la force de me transformer, ou peut-être que si. À toi de prendre le risque ou de ne pas le prendre. Et Hitch, normalement, aurait dû se dire non, Annie, tu peux pas te transformer en titan féminin, ne te fous pas de moi. Mais en fait, Hitch est tellement traumatisé par ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, du massacre d'Annie, que même s'il y avait ne serait-ce qu'une chance sur 100 que Annie puisse se transformer, elle ne veut pas prendre le risque. Ensuite, Annie révèle à Hitch que Annie entendait ce qu'on lui disait, malgré qu'elle était dans le cocon. Et à ce moment-là, on nous montre en fait une image d'écran noir, sauf qu'en fait c'est l'image de... C'est en fait quand vous fermez les yeux, c'est parfois ce qu'on voit lorsqu'on ferme les yeux.
c'est-à-dire de la lumière, c'est-à-dire du noir, mais quand même de la lumière qui passe à travers ses paupières. Eh bien pour moi, cette interprétation est totalement fausse. Annie ne voyait pas ce que voit une personne lorsqu'elle a les yeux fermés. Annie était dans le noir. Annie était comme dans un rêve en fait. Et quand elle les entendait, elle les entendait pas clairement. Elle entendait plutôt leur voix qui résonne et qui arrive à l'atteindre en fait. Là, ça donne l'impression que Annie était juste paralysée et qu'elle pouvait les entendre et qu'elle était bien consciente. C'est pas du tout le cas. Annie, en fait, c'est comme s'il était dans un rêve. Donc, à la fois, oui, il y a une idée de paralysie, effectivement, il y a une idée d'enfermement, mais il y a aussi une idée d'inconscience et de sommeil. C'est les deux en même temps. Petit détail, encore une fois, quand on est à deux sur un cheval, on monte et on descend en même temps. Hein, quand Annie et Hitch sont sur le cheval, Mappa leur montre en fait, il y a Annie qui monte, Hitch qui descend, Annie qui descend, Hitch qui monte. Bah non. Lorsque tu es sur un cheval, à deux sur un cheval, en même temps toi et ton partenaire vous montez, puis vous descendez, peut-être pas de la même manière, mais de manière synchronisée. Ensuite, Annie raconte son histoire à Hitch. Hitch d'ailleurs à un moment donné l'interrompt, mais Annie dit je t'ai écouté tout ce temps, tu peux bien m'écouter quelques minutes toi. Et donc elle raconte en fait toute son histoire. On en apprend plus sur Annie. Et il y a pour moi l'un des plus grands défauts. Le premier, en fait il y a deux grands défauts dans cet épisode par rapport à l'interprétation que fait Mappa. Et celui-ci en est un. Annie donne à son père un seul coup de pied. Un seul, pas plusieurs. Et c'est là toute l'ironie de l'anecdote. Il atteint son objectif de faire d'Annie une puissante combattante en même temps qu'il devient handicapé. Et non parce que Annie pète un câble sur son père. Donc très important. Hein. Annie ne s'acharne pas sur son père. Hein. C'est en mode ah mais tu m'as frappé, tu m'as traumatisé, donc je te frappe aussi. Bah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait Annie, lorsqu'elle apprend son célèbre mouvement où elle frappe au tibia de son adversaire, eh bien la première fois qu'elle elle le réalise sur son père, et ça a pour conséquence de faire que dorénavant il marche avec une canne. Et c'est très ironique parce que c'est précisément au moment où il atteint son objectif de faire de sa fille une puissante guerrière que il devient handicapé. Donc c'est marrant cette anecdote. Et dans cet épisode, on voit le père d'Annie qui demande pardon à Annie. Et si vous vous souvenez, on voit en fait ce passage très rapidement au dernier épisode de la saison 1. J'imagine si quelqu'un à ce moment-là avait pu me raconter l'histoire de Annie et pourquoi en fait cette personne qu'on pouvait supposer à l'époque que c'était son père ou son tuteur, en fait m'expliquer tout le contexte, bah, ça aurait été génial. En fait, ça explique pourquoi est-ce que Annie a toujours été froide et pourquoi est-ce qu'elle a toujours été sans cœur lorsqu'elle donne la mort. C'est parce que Annie était elle-même morte à l'intérieur. Elle est elle-même morte à l'intérieur jusqu'à ce que son père lui révèle qu'il est réellement son père et que il tient à elle. Avant, avant ce moment-là, Annie ne comptait pour personne et personne ne comptait pour Annie. Il faut bien comprendre ça. Sauf que paradoxalement, Annie n'a pas changé du tout d'un coup. Vu qu'elle avait quelqu'un à protéger, qu'elle avait quelqu'un à aimer et à retrouver, eh bien elle était quelque part capable d'autant plus de violence pour le retrouver. Et c'est ce qu'elle dira à la fin de ses révélations à Hitch. Elle dit oui, certes, je regrette, parce que moi aussi j'ai un père et je n'aimerais pas qu'on me le prenne, mais du coup, pour le retrouver, bah, j'aurais refait tout pareil en fait. Alors que je m'excuse. On passe ensuite sur le père d'Annie à Rebelio, puis au moment où il décide de s'insurger et de prendre le risque de mourir, on ne voit pas ce qui lui arrive, on entend un coup de feu, et puis on entend Sagis, je crois que c'est qui s'appelle comme ça, Sagis, qui dit ah j'ai entendu un coup de feu. On ne sait pas en fait si le coup de feu qu'il a entendu est un son en fait du coup de feu par rapport au père d'Annie qui lui est parvenu à travers le chemin, ou si c'est un vrai coup de feu par rapport aux événements actuels, et peut-être même que c'était à ce moment-là que Frock avait tiré sur le gars là dont on n'a pas le prénom, qui est la scène suivante je crois.
Et puis il y a le gars dont Sakis a sauvé la vie, qu'il avait tabassé dans l'épisode 14 de la saison 4, et qui lui dit en fait, sauvez-vous Sakis. Et Sakis, si c'est pas Sakis, désolé hein, si j'ai pas le bon prénom, lui dit non, j'ai pas envie de me sauver parce que à quoi bon vivre une vie en me cachant dans la forêt, c'est pas mon genre. Bref. Et le gars, en fait, je sais plus comment c'est amené, mais il dit en fait, on peut s'insurger, on peut en fait. Oui, je crois qu'il lui dit on est prêt à tout pour vous protéger. Et là, Sakis leur dit bande d'idiots, ne faites jamais ça. Au contraire, faites profil bas. Et c'est bien pour ça que je me suis laissé tabasser. C'est parce que j'avais envie de vous protéger, vous. Oui, parce que face à une foule enragée, selon Sagis, la seule chose à faire face à une foule enragée, c'est de faire profil bas. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la dissolution de la culpabilité. Ou plutôt la dissolution de la responsabilité. Quand une personne tue une personne, elle va en prison, elle est coupable. Mais quand c'est 30, 50, 100, ou encore plus de personnes, quand c'est toute une foule de personnes qui tuent un seul individu, comment est-ce qu'on établit la culpabilité? Si tu attrapes une personne parmi eux et que tu leur dis « toi t'es coupable », il dira « bah non, c'est pas moi qui l'ai tué, moi je n'ai fait que lui jeter la 139e pierre ». J'aime beaucoup la résilience d'Armin lorsqu'il dit que c'est Erwin qui aurait dû être ressuscité. Mais il fait preuve de trop de sévérité envers lui-même. Le flambeau a été transmis à la jeunesse. Certes, Armin n'a pas l'expérience et le savoir-faire d'Erwin, mais cela s'acquiert avec le temps. Il fait quand même à ce moment ce qui doit être fait, c'est-à-dire penser à l'union en vue du prochain combat, tout comme l'aurait fait Erwin. Avec moins de stoïcisme, certes, mais c'est sa signature. Armin est très émotionnel et c'est pour ça qu'on l'aime. Ou alors Armin a raison. Armin se désespère alors que Erwin, même dans les situations les plus désespérées, ne perd pas la face. Mais je préfère voir le verre à moitié plein. Armin est quand même sacrément compétent. En fait, Armin et Erwin sont des personnages totalement différents, qui ont des choses totalement différentes à apporter. Bon, je vous l'ai pas dit, mais cette vidéo en fait est entrecoupée de lectures de texte et de parties improvisées, entre guillemets. Ensuite, il y a la mère de Sacha qui prend Gabi dans ses bras. C'est un détail, mais c'est un détail important, c'est-à-dire que en fait, c'est pas logique. C'est pas logique parce que Gabi reste quand même la personne qui a tué sa fille. On peut pardonner à la meurtrière de sa fille, on peut vouloir le bien à la meurtrière de sa fille, mais de là à la prendre dans ses bras, c'est un peu beaucoup. Symboliquement, c'est pas logique. De plus, il n'y a pas ça dans le manga. C'est-à-dire que si au moins il y avait ça dans le manga, mais évidemment, non, c'est une mauvaise interprétation de Mappa. Dans le manga, il ne fait que poser ses mains sur elle. Et puis on voit en fait Gabi et Kaya qui ont une discussion, donc c'est sensiblement la même dans le manga et dans l'anime. Et Gabi et Kaya qui se prennent dans les bras. Ça se trouve dans le manga, et c'est beaucoup plus logique, parce que Gabi et Kaya ont une évolution mutuelle qui a été réalisée l'une à travers l'autre. Quand Froc tire sur le gars, il lui met une seule balle dans la tête, pas plusieurs. Une seule balle qui tue, c'est beaucoup plus impactant que plusieurs. Je sais très bien que ce soit à travers le manga ou l'anime, je n'ai pas les vraies paroles de Froc. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, alors là je vous cite de tête, « Respect à votre camarade que même le plomb n'a pas su entraver ses convictions. Cela dit, même si son exemple est louable, vous n'êtes pas obligé de le suivre. » Voilà ce qu'il dit. C'est beaucoup plus classe dit comme ça. Et ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite, il y a une phrase en fait dans l'anime qui ne se trouve pas du tout dans le manga. Cette phrase, alors je vous lis la traduction en français. Est-ce si terrible de courber l'échine? Alors Froc n'a jamais prononcé cette phrase, et la lui faire prononcer change complètement l'interprétation du personnage et de la situation. Froc leur laisse le choix, puisqu'il respecte ceux qui ont le courage de s'opposer à lui. Il ne cherche pas à casser leur morale pour qu'ils s'agenouillent. On dirait que ce qu'on veut nous transmettre ici, c'est « Les néo-nazis tels que Froc veulent votre soumission. Il veut que vous vous satisfaisiez d'une vie à genoux,
alors que la liberté consiste à refuser le fascisme. Ce message s'oppose au message de l'Attaque des Titans. Contrairement à ce que semble vouloir transmettre ce studio d'animation de gauche et Froc lui-même, la liberté est partout et nulle part à la fois. Toute idée peut être dangereuse si elle est portée par des fanatiques. Ensuite, petit détail peut-être, mais réinterprétation, réécriture de mauvais goût de la part de Mappa quand même. Lorsque Froc traite Jean de glandeur prétentieux, Jean dans le manga, Jean ne dit pas « Tu as dit quoi là ?» On peut imaginer qu'il l'ait dit ou qu'il se l'ait dit, comme on peut imaginer, et c'est selon moi plus probable, que Jean savait très bien qu'il était insupportable lorsqu'il se laissait aller, mais qu'il s'assumait en tant que tel. Avec Mappa, on dirait que tous les personnages ont un orgueil de gauchiste en mode ne m'insultez pas, tu n'as pas le droit de dire ça, tu m'as offensé. L'une des dernières scènes, c'est Falco et Connie qui sont sur le cheval. Donc là, pareil, hein, je le répète quand même, leurs mouvements doivent être synchro quand ils sont sur un cheval. Contrairement à vous savez quoi. Quand on fait vous savez à quoi je pense, quand la femme avance, tu n'avances pas aussi. Parce que dans cet acte, c'est comme s'il y avait un qui jouait la position du cheval et l'autre du cavalier. Lorsque le cheval te fait monter, il descend. Et ce n'est qu'après que tu descends avec. D'ailleurs, parfois, il remonte déjà alors que tu descends. Ça doit être comme ça qu'on se mord la langue. Bref, ceux qui sont sur le cheval sont soumis au même mouvement. Ils ne descendent pas et montent tandis que l'autre descend. Et Connie qui veut donner Falco à bouffer à sa mère, j'ai envie de lui dire, que dira ta mère lorsque tu lui diras que tu as dû sacrifier un enfant pour la ramener? Et enfin, dernière scène, la rencontre de Hanshi avec Pic et Magat, et Hanshi qui leur dit non, non, je ne suis pas venu pour me battre, la personne que j'ai avec moi n'est pas en état de se battre. D'ailleurs, heureusement, puisque on sait à quel point Rivail est fort, donc heureusement pour eux. Et donc j'aime beaucoup cette fin d'épisode parce que c'est une fin similaire à l'épisode précédent. Dans l'épisode 22, on a le retour d'Annie. Dans l'épisode 23, on a le retour de Rivail. Ça se termine de la même façon, c'est-à-dire par le retour d'un personnage très important et très attendu par les fans. Voilà, c'est déjà terminé pour mon analyse. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de vous abonner, de liker, de partager, pourquoi pas, commenter. Voilà, ça me ferait plaisir. Et à la prochaine donc pour d'autres analyses sur l'Attaque des Titans et d'autres vidéos sur d'autres animes et d'autres mangas à venir d'ailleurs. Il n'y a pas que l'Attaque des Titans, mais l'Attaque des Titans c'est mon manga et mon anime préféré. Enfin, pas l'animation Mappa, mais bref, j'en ai assez parlé. Voilà, merci à tous et à une prochaine vidéo. Salut, ciao.